Nous sommes parmi vous, presque invisibles, mais prêts à donner notre vie pour lutter contre le terrorisme et le grand banditisme. On va descendre en piéton. En jean basket et blouson de cuir, un simple calibre à la ceinture ou cagoule noire, arme de précision. Allez. Gilet pare-balles et casque lourd. C'est bon pour tout le monde, les gars? Nous intervenons dans les situations extrêmes, quand il n'y a plus d'autre recours. Quand il n'y a plus d'autre rempart contre le chaos. Les autres services de police parisiens nous appellent également à l'aide pour clôturer leurs enquêtes les plus délicates. Traquer les criminels les plus redoutables. Nous sommes la brigade de recherche et d'intervention de Paris. Celle qu'on appelait l'anti-gang du temps du commissaire Broussard et de Jacques Messrine. Et que vous connaissez aujourd'hui sous ce logo mythique. Je suis en train de promener mon chien à côté de la maison quand je reçois l'appel. Et je vois immédiatement que c'est le chef de la BAC nuit de Paris qui m'appelle. Je décroche, il m'explique la situation. Donc un individu suicidaire retranché chez lui avec une notion de grenade et d'arme à feu. La grosse particularité, c'est que là, on nous annonce qu'il aurait, en tout cas, à minima, au moins une grenade. Donc là, avec un risque explosif, qui est quand même pas commun, sur Paris en tout cas, et qui peut être, en tout cas, très, très problématique pour nous. C'est assez rare. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. On imagine ce que ça aurait comme portée une explosion en plein Paris, dans le 9e arrondissement, en pleine nuit, d'une grenade sur une opération de police. Notre objectif, c'est d'être le plus vite possible sur place. Donc, mon chien qui a 13 ans, il a couru. Et ça faisait longtemps. Et donc, on a couru jusqu'à la maison pour pouvoir partir assez rapidement. On démonter les lasers, les mecs. Allez. C'est bon pour tout le monde, les gars? C'est parti. Les spécialités vont converger directement, en revanche. Et tu dois avoir le TC qui va arriver aussi directement. On se met en route, là, de toute façon. Ok, ça marche. À toutes. En gros, c'est entre 20 à 30 minutes pour arriver directement sur zone. Donc il faut quand même être assez réactif, vu la circulation parisienne en plus. Rapidement, moi j'arrive sur place, je rassemble vite mon équipe. Je demande en tout cas au moins un chef d'équipe ou un ancien de commencer à préparer la colonne, à sortir tout le matériel. Le mec est dedans? Hein? C'est dedans? C'est le mec qui est dedans, canapé, ouais, c'est commande. On va rentrer comme ça. On est ici, quoi. Cette partie n'est pas sécurisée. On commence à rentrer rapidement et à trouver les escaliers. Dès qu'on les a, on peut commencer à monter. Toi, derrière, tu finis de nettoyer peut-être la zone, quand même, parce qu'on est quand même pas... On sait pas où c'est. Le premier truc, c'est de mettre la colonne, en tout cas, en place, en mesure de pouvoir donner un assaut d'urgence. Ouais, à tous, début de progression de la colonne BRI. Et ensuite, de mettre mon dépiégeur sur le devant, enfin, assez proche, pour qu'on puisse, en tout cas, prendre en compte ce risque explosif. Bon, pour l'instant, on est rentré dans le hall. Je vais aller repérer beaucoup de GM. On retrouve encore régulièrement des grenades dans les affaires criminelles, notamment du stup ou du banditisme. Généralement, il s'agit de grenades qui proviennent plutôt des stocks des ex-armées de l'Est, notamment de Yougoslavie.
Le principe de fonctionnement, c'est que ça va projeter de gros éclats de métal. Donc ça peut très facilement traverser une porte ou une cloison légère et occasionner des blessures mortelles à qui recevrait ces éclats. La première chose dont j'ai besoin, c'est d'avoir une photographie précise de la situation. Les gendarmes qui expliquent qu'ils ont une dame qui a été menacée par son mari, sachant qu'il y a un contexte de violence et que le gars est quand même instable. Il a fait une tentative de suicide et il a été interné en 2020. Et voilà, ce soir, et a priori, il n'est pas dans son état normal, il est violent et il y a une notion de grenade. Elle l'a vu, elle n'est pas capable de savoir si elle est démilitarisée ou pas, mais cet élément-là qui est un peu inquiétant, quoi. Et l'information selon laquelle il aurait une espèce de haine vis-à-vis de l'uniforme, c'est précis, c'est confirmé ça? Ouais, c'est elle qui explique. Il lui a envoyé des textos, ils échangent sur le sujet où il explique qu'il a la haine de l'uniforme. C'est des situations auxquelles, notamment les anglo-saxons ont à faire face, c'est ce qu'on appelle les suicide by cop, les suicides par les policiers, et ça c'est toujours des hypothèses auxquelles on pense. Le classique, c'est un individu qui sort armé et qui tire sur la police, et la police n'a pas d'autre choix pour éviter de se faire tuer ou que d'autres personnes se fassent tuer que de neutraliser l'auteur des tirs. Le but étant quand même de plutôt l'amener à sortir tranquillement. Le but, c'est pas de le neutraliser, on n'est pas là pour ça. Mais à un moment, on va pas non plus... Voilà, moi, je suis là pour protéger les gars aussi. On est en train de se mettre en place, on va mettre en place les fracs. Et ensuite, on passera le reste de la colonne pour se mettre sur un renforcement au-dessus. Il n'y a aucun bruit au niveau de la porte. Merci, Rocher, merci. On sait que voilà, si on fait appel à nous, c'est que personne d'autre va y aller et c'est forcément à nous d'y aller. Donc ça fait partie du travail. Je suis père de famille, j'ai envie de rentrer chez moi le soir, hein, forcément, comme tout le monde. Mais à un moment, ça fait partie de mon travail. Je l'ai accepté, c'est comme ça, je ne peux pas l'expliquer. Moi, personnellement, voilà, c'est vrai que le Bataclan, pour l'avoir vécu, très sincèrement, je ne pensais pas rentrer ce soir-là à la maison. Pour moi, c'était quelque chose d'acquis. J'étais sûr que ça allait s'arrêter ce soir. Ouais, apparemment, il y a un accès sur l'arrière, ils vont monter à la gare Perdurance. Je vais descendre vous voir au PC. Sur le Dakar, le mec. Il paraît? Ouais, il y a des photos, il y a plein de photos sur Internet. Il y a l'équipe qui va monter le poste de commandement. Il s'installe dans une salle de restaurant qui est dans une rue qui jouxte immédiatement les lieux. C'est des membres de la BRI à part entière et dont le rôle est déterminant dans ce type d'opération parce que c'est eux qui vont concentrer le renseignement, qui vont le récupérer, l'analyser et nous les donner à nous, donc moi en tant que chef des opérations et au chef de colonne, comme étant des éléments qui vont nous servir à gérer la crise. Et là, en l'espèce, par exemple, ils ont très rapidement récupéré le profil à la fois judiciaire, mais aussi un premier profil psychologique de l'objectif, ce qui va nous permettre à nous de savoir à qui on a affaire, et notamment au négo aussi, de savoir où il met les pieds quand il va entamer sa discussion. Le palier, c'est là. Et là c'est le couloir. Enfin, il y a une porte. Et en fait, tu rentres comme ça dans l'appartement. Dans celui de la douche, c'est où? En fait, la douche, elle est dans la chambre. Mais après, elle est dans la chambre. Elle va préciser si c'est ouvert ou pas, la douche. Donc, l'entrée de la chambre, elle serait là, ouais. Là? Ouais, ici. Très bien à l'écoute. J'ai vu arriver des THP sur place. On mobilise là surtout les THP, qui sont les tireurs de haute précision, qui, dans ce genre de crise, sont quand même avant tout pour faire du renseignement, permettre de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur ou les mouvements, et qui sont là aussi pour assurer la protection de la colonne. Si à un moment il y avait un mouvement dangereux envers la colonne, qui puisse faire, en tout cas, le neutraliser. C'est l'objectif principal, c'est le dans le canapé. Il n'y en a qu'un. De toute façon, il n'y a qu'une personne dans l'appartement. On est sûr que c'est le bon. A priori, ouais. Si on peut y aller de persécution dessus. Mon objectif principal en tant que THP, c'est de trouver un spot, donc un endroit qui me permet d'avoir un visuel sur l'objectif sans être vu. Donc c'est de voir sans être vu, et ça c'est le plus important. On rentre dans différents immeubles et on frappe, on toque à toutes les portes pour essayer d'emprunter un appartement.
à la grande surprise des habitants parisiens, on peut effectivement débarquer chez eux avec tout notre arsenal et ça peut être surprenant pour eux. Ah, j'ai un visuel, aucun mouvement de sa part. La position du tireur haute précision, elle est un peu délicate parce qu'on est les observateurs. Hein. C'est nous qui sommes en hauteur et qui pouvons donner un maximum d'informations à la colonne qui est en bas et donner des informations au PC de commandement. La négo va commencer. La négo, elle se fait d'abord par un appel à l'ex-femme du mis en cause, parce que c'est elle le contact, parce que le négociateur a besoin d'évaluer la crédibilité de ce qui va être avancé. Elle nous laisse entendre qu'il est capable de passer à l'action, tant sur lui-même que sur d'autres personnes. Bah justement, c'est pour ça, je voudrais que ça se passe bien aussi. Non, mais on va pas faire ça, justement. Le négociateur, il est toujours assisté d'une psychologue d'astreinte. Vous avez évoqué une rupture de traitement. Pouvez-vous m'en dire un peu plus? Oméga de top 2. Oui, transmettez. Vous me confirmez qu'il manipulerait régulièrement son téléphone? Non, pas régulièrement. Hein. Ça manipule là, depuis RAS. En tout cas, il a manipulé son téléphone, c'est-à-dire qu'il y a accès. Affirmatif. On a de nouveau un visu. Il sera soit sur le canapé, il se réallonge et il se remet sa couverture. D'après. Il s'est allongé, il a mis sa couverture. Lumière résiduelle, je pense que c'est la télé qui est allumée. Lumière résiduelle, télé allumée. Ouais, c'est reçu, merci. Ça dure un bon moment avant de pouvoir établir un contact. Il a pas eu? Non, j'ai pas eu. Pas de réaction. Je laisse un message sur répondeur. Ah d'accord, ok. Je l'appelle à plusieurs reprises, il n'y a pas de réponse. Et finalement, au bout du 4e ou 5e appel, ça fait peut-être bien une demi-heure qu'on est déjà présent. Ok. Ça, il y a un contact téléphonique. Il décroche. Bonjour monsieur, je m'appelle Pascal. Je suis négociateur à la BRI. Je suis là pour parler avec vous. Je voudrais savoir si vous allez bien. La police? Ah bon? C'est ma femme qui vous a appelé? Je suis sûr que c'est elle. Elle dit que j'avais des armes. Vous savez, elle dit des choses bizarres dernièrement. Elle voit quelqu'un, mais elle veut pas me le dire. Nous avons été appelés par les policiers de l'arrondissement. Je ne sais pas précisément qui les a contactés, mais je vais me renseigner. Vous me dites que vous avez des armes, c'est bien ça? L'utilisation de la force, c'est le dernier recours. Tant qu'on peut obtenir des résultats par la négociation, c'est l'option qui est privilégiée par le chef de dispositif et qui est acceptée par l'ensemble du service. Alors, sauf opportunité ou danger pour les otages quand il y en a, mais voilà, on cherche toujours à négocier pour limiter les risques de casse. Alors comme ça, vous êtes négociateur à la BRI? Ah, j'ai habité quai des Orfèvres il y a quelques années. J'allais dans un restaurant du quartier, je voyais souvent des avocats, des policiers. Vous êtes toujours au même endroit? Oui, nous n'avons pas déménagé. On devait fréquenter les mêmes établissements. On s'est peut-être croisés. Vous connaissez les policiers? Oui, j'en ai rencontré. Vous savez, je respecte les gens comme vous. Mais les flics qui nous collent des PV, ça non. Vous voulez que je sorte, c'est ça? Je veux pas sortir. Je veux d'abord vous voir. C'est moi qui décide. C'est moi qui contrôle. Venez sur le balcon d'en face, je voudrais voir votre tête. Je dois respecter nos procédures. Pour des raisons de sécurité, je ne peux pas venir sur le balcon. Mais je peux me rapprocher. Je ne suis pas tout seul. Il y a un groupe de policiers en tenue d'intervention qui m'accompagne. Rassurez-vous, ils ne veulent pas vous blesser, ni même utiliser la force à moins d'y être obligés. Vous savez, moi je suis là pour vous aider et vous écouter. Moi je ne veux pas sortir. Et vous
pouvez pas rentrer chez moi. Vous n'avez pas le droit. Je vais appeler mon avocat. Il y a un débit très rapide, il y a un degré d'excitation dans la voix là qu'on ressent, donc ça laisse entendre qu'il est susceptible de passer à l'action. Il faut qu'on le gaz en première en priorité. Il y a le gaz qui arrive. C'est quoi votre idée de manœuvre là-dessus? On peut essayer un contact à la voix dans un premier temps. Plutôt que la surprise tout de suite, péter la porte et rentrer vite. Le fait de percer, ça peut vraiment engendrer une situation où le mec peut se foutre en l'air, quoi. Ok. Contact à la voix, il est encore chez lui, il se sent protégé dans son cocon. Ça va. Au bout de à peu près 15 minutes de conversation, j'arrive en tout cas à lui faire comprendre qu'il va falloir qu'il sorte de chez lui et que pour faciliter cette reddition, je vais me rapprocher de son domicile. C'est souvent la dernière phase avant la reddition. Le négo sort et va se mettre à l'arrière de la colonne en protection et va commencer la négociation de vive voix. Mais, oui, mais moi, là, on se parle. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est d'entrouvrir votre porte. Bon, mais là, je vous parle. Oui, mais justement, si vous aviez des armes, je ne vais pas sortir et me mettre en face de vous. On peut se parler, déjà au téléphone. Il crée une relation de confiance avec l'objectif et il lui dit « Écoute, je viens te chercher, aie confiance en moi, les policiers qui sont dehors ne vont pas te faire de mal. » Il y a une prise de risque, mais qui est quand même calculée, puisqu'on a déjà eu pas mal d'informations sur lui, le contact a été établi, etc. Mais une prise de risque qui est nécessaire pour obtenir la reddition. C'est déjà arrivé dans d'autres services, dans d'autres groupes, de perdre du monde ou d'avoir des blessés sur des opérations. À partir du moment où il y a des armes, des grenades, fatalement, il y a un risque. Vous avez vu, je suis avec des collègues. On a beaucoup de matériel, c'est lourd. On a d'autres missions qui nous attendent. Donc, on vous demande juste d'ouvrir. On vous demande juste d'ouvrir la porte. Ouais, écoutez, on peut pas rester là, monsieur. Vous me montrez vos mains? Vous nous montrez vos mains? C'est un moment d'une extrême concentration et c'est toujours un tout petit peu compliqué parce que c'est à la fin d'une longue attente, à la fin d'une longue intervention que se joue le moment le plus sensible. Donc avant de sortir, il demande à joindre son avocat. Donc on se dit que l'avocat va sûrement pas lui répondre. Il attend le coup de fil de l'avocat pour sortir. Ah ouais, mais je viens d'avoir l'avocat, il va le rappeler. J'ai l'avocat en ligne. Contre toute attente, il lui répond. Revenir, Serge, ça rigole pas là, non mais c'est pour Félix, c'est un film. Donnez-moi le téléphone. T'as pas de soucis, mais attends, tu vois pas le bordel là. C'est l'avocat que j'en lis. Oui, bien sûr. Après son coup de fil avec l'avocat, le négociateur arrive à convaincre l'objectif de sortir. Ok, il va ouvrir. Non. Je prends ça va. Voilà, super. Continuez d'avancer. Continuez d'avancer. Donc du coup, on lui donne des injonctions pour être sûr qu'en tout cas, il ne soit pas menaçant et qu'il n'ait rien de dangereux. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Ça y est, je suis à genoux. Mettez-vous à genoux. À partir du moment où on voit ça, après, on lui demande de se coucher par terre et puis on va venir l'interpeller en douceur sans difficulté, quoi. Allongez-vous. Je suis allongé par terre. Non mais c'est pour Félix, c'est un film. Rien de dangereux sur vous? Non, rien. Bon. Mais ils sont quoi? Mettez-vous sur le côté. En souplesse. Ne vous inquiétez pas. Si, je m'inquiète. Regardez. Si vous empêchez-moi, vous n'êtes pas le droit. Je vais dire à l'avocat. J'avais un mandat. On va vous faire mal. Mais il faut que j'ai une maîtrise de droit.
C'est une grenade anglaise qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui est un héritage familial, probablement un aïeul qui était dans la résistance et qui a conservé l'objet. La grenade était tout à fait opérationnelle, hein, les éléments étaient très bien conservés. Bon, déjà, je m'assure que l'objet est en sécurité. Voilà. Il y a des taux qui a été sorti de la grenade. Et ensuite, effectivement, il faut prendre la précaution de stocker l'engin de façon à ce que derrière la procédure judiciaire puisse être faite. Au moment où il sort et que les mecs de chez moi lui mettent la main dessus, qu'il est en sécurité, que nous sommes en sécurité, voilà, on se dit que c'est une opération réussie. C'est une spécialité qui n'existait pas et qui, selon moi, allait apporter quelque chose au service. À l'époque, on était obligé de résoudre les crises principalement par une action de force. Et là, ça apportait un outil supplémentaire pour protéger les collègues et les individus. Quand je suis rentré dans la police, évidemment que le service qui était le service mythique, c'était l'anti-gang, mais c'était inaccessible, évidemment. Moi, je me rappelle avoir discuté avec mes collègues à l'école, et notamment un ancien qui m'avait dit ouais, la BRI, mais enfin, t'y es pas tout de suite, quoi. Et je dis, voilà. Donc moi, j'ai construit ma carrière, si tant est qu'on peut construire une carrière, en tout cas, j'ai dirigé mon parcours avec cet objectif, la BRI Paris. C'était vraiment ça qui me donnait envie. Et aujourd'hui, c'est un plaisir fou et une fierté. Voilà, c'est quelque chose, c'est une chance. Voilà, je le prends vraiment comme une chance. Je suis très content d'avoir la chance d'en être et d'être celui qui est là aujourd'hui. Et oui, c'est un rêve, évidemment. Deuxième étage, on a les photos de la porte. Non, voilà, c'est quelqu'un qu'il faut traiter avec précaution. Moi, je pense qu'on a 10 h du matin, donc il habite sur les jardins derrière. Kamel Serra, c'est un bandit de la banlieue sud, donc il a grandi dans le sud de Paris. Il est très connu dans le milieu stupéfiant. C'est l'un des plus gros exportateurs-importateurs en France. C'est quelqu'un qui est fiché au grand banditisme, qui est parmi nos objectifs de travail depuis plusieurs années, qu'on connaît bien. C'est vrai ça. C'est quelqu'un qui est très organisé, qui a l'expérience, qui a su structurer une équipe extrêmement solide et proche et fiable autour de lui. C'est un individu qui est dangereux parce que il est armé. Il a des connexions un peu partout en France, en Amérique du Sud. C'est quelqu'un qui est redouté également. Il est craint et son nom revient très régulièrement.
Kamel Sarraf, il est considéré comme le général de ce réseau d'importation de cocaïne depuis la Colombie. Ce réseau est surnommé le réseau Tatou parce que pour communiquer entre eux, les voyous utilisaient un vieux système de beeper. C'est comme ça qu'ils ont réussi à mettre en place le process de trafic et d'importation de cocaïne. Ouverture ce matin devant le tribunal correctionnel de Marseille du procès de 27 personnes accusées d'avoir participé à un vaste trafic de cocaïne entre la France, l'Italie et l'Amérique du Sud. Total 150 kilos de stupéfiants auraient été importés. Il a été condamné à 12 ans pour trafic de stupéfiants international par la cour d'assises de Marseille dans un procès retentissant, dit le procès Tatou. Il apparaissait qu'il était le lien entre les narcotrafiquants colombiens, la plaque parisienne et le sud de la France. Il ne se présente pas à l'audience et il se met en cavale. Et donc, à l'issue, il y a un mandat d'arrêt qui est émis et qui, du coup, est le support juridique pour nous permettre de l'interpeller. Ils sortaient du resto, ils avaient pris la voiture de Kamel Sarraf. C'est quel resto? Dans un bled perdu du 77. Alors, ils ont pris un feuilleté aubergine, un burger sauce moutarde. Ah ouais, on n'a pas pris ça, moi. Et en dessert, ils ont pris une salade de fruits. On connaît ses habitudes, et lui, il ne nous a jamais vus. Oui, c'est bien lui. On l'a même pris en photo. On a déjà travaillé sur lui, sur ses complices. On connaît ses contacts. Il faut vraiment qu'on se concentre sur les principaux. On n'aura pas toute l'équipe, c'est impossible. Ouais. Si la famille il doit prendre des précautions, il doit faire gaffe, il sait qu'on doit être dessus. Même s'il sait qu'on est sur lui, ils vont quand même continuer, parce qu'ils sont obligés. Il y a un enjeu financier trop important pour qu'ils laissent faire. Alors, il y a un compte à rebours pour nous parce qu'on sait très bien qu'il va profiter de cette situation pour se délocaliser, pour partir ailleurs. On va refaire un check de toutes les adresses, on va aller vérifier de nouveau. Là, on a 1, 2, 3, 4 adresses. Lui, lui et lui. C'est l'endroit qu'il fréquente. Ouais, ok. Je pense qu'on peut envoyer des mecs à ces endroits-là. Si ça peut marcher, putain, ce serait bon. On a terminé le travail de recherche bureau. Donc là, on va surveiller les contacts de Sarraf, ses points d'intérêt, les lieux qu'il fréquente. Et en fonction de ça, je pense qu'on a une petite chance de le voir. S'il y a quelqu'un disponible qui n'est pas arrivé sur les lieux, il faut partir sur le point de départ du véhicule. Un mec qui se pose dans le parking... Tu passes pas. Moi, j'arrive sur place également. La voiture, je l'ai sous mes yeux, là. Ouais, c'est bon, c'est là. Pendant plusieurs semaines, on s'est remis sur l'entourage dont on espérait qu'il nous mène à lui. Et on est repassé aussi sur tous les points où on avait pu le voir aller régulièrement ou moins régulièrement. Jo, Antoine, moi je suis juste un petit peu en bas de vous, là, toujours sur la même rue. En attente devant la vitrine, pour l'instant il fait son pas, il est en attente devant la vitrine. Ouais, moi je suis là aussi, avec Antia. Quand je monte sur le terrain, on est sur un endroit bien précis et on surveille une porte, par exemple. Et la porte, on doit la surveiller, mais sans jamais la perdre de vue. Parce que si on la perd de vue, ne serait-ce que quelques secondes, l'objectif peut arriver à ce moment-là. Et si on le perd de vue là, tout le travail qu'il y a eu derrière est réduit à néant. Ça marche? Vous vous mettez autour de l'adresse? Il y a un mec t-shirt rouge. Ouais, ça a pris à droite en sortant sur Félix Faure. Ça a pris à droite en sortant sur Félix Faure. Il est tout seul dans la voiture. Vous me recevez, De Brice? Ouais, transmet.
Je peux pas aller voir, la cité est très peu fréquentée. Je peux pas aller faire de vérif. C'est un peu trop risqué. Pour attraper Kamel Serraf, on doit se mettre à sa place, essayer de réfléchir comme lui, de penser comme lui, ce qui n'est pas évident, parce qu'on se trompe souvent. Thibaut, ta position, s'il te plaît. On reste quand même sur le 16e au cas où il revient, mais s'il n'est pas rentré, on lâche. Ouais, ok. Voilà. Tu confirmes, ça n'a toujours pas bougé de votre côté? Non, négatif, ça bouge pas. Ouais, reçu. Bon, on va décaler le dispo. T'as reçu, Franck? Quand on part sur un personnage comme ça, on n'a pas de visibilité sur la durée. Ça peut être un jour, 2 jours, 1 semaine, 15 jours, 3 semaines. Mais au moment où on part sur lui, on s'est dit que ça va être compliqué, mais que c'est faisable. Et il faut avoir la foi. Ouais, moi je suis positionné rue Général Louis. Ok, pour l'instant, y a rien. Ouais, puis ça quadrillait le secteur. Il y avait un Lascar en face, il y avait... Ouais, puis tu sais pas qui est qui. Bon. Petite rue comme ça, galère. Le parking est semi-ouvert et eux, ils font le pied de brut vent. Ouais, ça a l'air de tenir encore le parking, il y a du monde devant, tu vois. On a l'impression qu'il se referme pas, le parking. C'est bon, la voie est libre. Alors, on va voir si on la voit dans le parking. On a localisé un parking et on pense que sa voiture peut s'y trouver. En tout cas, il est déjà passé par là. C'est très compliqué parce que c'est un parking qui est surveillé. Il y a aussi un petit trafic de stupes à l'intérieur. Et comme c'est lui qui gère tout le trafic de stupes, il est en haut de la chaîne, il faudra vraiment qu'on se méfie. Parce que si on est aperçu, ça arrivera à ses oreilles et c'est terminé. Les voyous sont obligés de se transporter. Il y a forcément à un moment donné un véhicule qui apparaîtra. Une blanche là-bas. Non. Ça fait partie de leur mode opératoire, changer régulièrement de véhicule pour nous tromper. Bon, il n'y a rien dans le parking. On a vu dispo. Mes mecs, eux, ils peuvent continuer longtemps, très longtemps et de manière très assidue. C'est leur force. Moi, c'est ce qui force mon admiration. Je serais bien incapable de faire leur boulot, rien que pour ça. C'est leur capacité à être très longtemps sur des sujets sur lesquels, encore une fois, on ne sait pas pour combien de temps on part. Et peut-être même qu'il se fera interpeller par un autre service et que tout ce travail-là qui aura été produit l'aura été pour rien. Francky, tu veux quelque chose à boire? Je t'ai pas vu. Non, si. Farou, tu veux quelque chose? Non, c'est bon. Tu veux quelque chose? Non, merci. Steph, tu veux quelque chose? On va le voir sur sa moustache. Oui, je vais le voir. Je pars à 4 heures. Et qu'on n'arrivera pas à le monter. Voilà. Enfin, c'est ce que je pense. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer. J'ai l'impression qu'on... C'est une intuition? J'ai l'impression qu'on n'est pas assez derrière son cul pour pouvoir le loger. Bah moi, je suis pas d'accord avec toi. On le connaît largement. Bien. Non, mais le connaître. Ah non, on le connaît c'est un bien. fait.
On connaît de maîtriser ses déplacements alors que le mec est en cavale. On va pas maîtriser tous les déplacements, mais on le connaît. On connaît sa famille, on connaît sa façon de fonctionner. C'est vrai. Et on a son environnement. On a déjà beaucoup de billes sur lui. On est quelques-uns à vraiment y croire dur comme fer, comme quand on peut le faire, et d'autres n'y croient pas. Le voir, ça serait... Enfin, je pense que ça serait une méga opportunité. Enfin, on serait chanceux, quoi. Il est famille, comme tous les voyous, il repasse forcément chez lui pour voir ses enfants et gérer ses affaires. Mais le risque, c'est qu'il arrive en moto casqué et qu'on ne puisse pas l'identifier. Après, ça nous donnera des billes. De toute façon, si on voit un T-Max qui arrive à 2 h du matin et ça rentre, ça nous donnera des billes. Après, effectivement, la surveillance va nous coûter des heures, mais pas plus, quoi. La plupart, de toute façon, des mecs en cavale, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une moto, un de route, un casque. Plus pratique, oui. Voilà. Des faux papiers. Bon, on a un gros avantage, c'est qu'on le connaît quand même relativement bien. Même à la démarche, des fois, ça peut suffire. Oui, on le reconnaîtra assez facilement. Oui, mais là, tu vois, en hiver, là, c'est compliqué. Là, il fait nuit assez tôt. Si j'ai en 2 roues, c'est compliqué. Là. Il n'y croit pas pour plusieurs raisons. Parce que ça peut être très long, c'est très compliqué. Le personnage est très malin. Pour eux, il est peut-être déjà à l'étranger. Donc, il y a plein de raisons. Je me mets à leur place et je comprends ces raisons-là. Mais la force d'un groupe, c'est la cohésion. Donc, on discute entre nous. Et même si quelques-uns n'y croient pas, on y va quand même. Et quand on va sur le terrain, on est tous à 100%. Toujours à 15, direction Rouen. En direction Pontoise, Oni, Marine. Donc c'est la sortie 10, Cergy-Pontoise. Sortie 10. Ok, donc on arrive, on fait la descente, on prend la petite descente. Je vais essayer de me poser là, je vais voir si c'est pas trop flag. Je vais sortir, je vais regarder si t'es pas trop visible ou pas. Ouais, ça va être serré quand même. Ouais, c'est chaud là. Ce matin, je pars. Mon objectif, c'est de surveiller le domicile. Et à chaque moment où le portail s'ouvre, je me dis ça peut être lui. Effectivement, il peut être seul, accompagné. Alors le point faible des voyous, oui, c'est leur famille, mais comme tout le monde, en fait, je pense que tout individu, son point faible, c'est sa famille. Si on se met en cavale, on peut se mettre en cavale pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut déjà avoir les ressources financières. Mais il y a le côté affect de la famille, le manque de la famille qui va à un moment donné se poser et qui fera que tôt ou tard, soit la famille ira à lui, soit lui reviendra à la famille. Ça s'arrête devant. C'est peut-être la mer, ça. Ouais, gros. Est-ce que tu peux faire un passage? Ouais, super. Juste regarder la plaque et si c'est la mer ou pas. Ouais, impec. Ouais, c'est la mer. Elle est partie vers le cimetière, là. Par téléphone, je sais jamais. Elle est juste devant. Ouais, à tous, de Manu. Elle s'est garée devant sa boutique. Ouais, reçu. Je vais essayer de voir leur véhicule à eux. Je vais essayer de voir dans la rue s'ils sont là. De Manu, je me remets en place devant le domicile. On compte forcément sur le fait que Kamel Sarraf commette une erreur à un moment. S'il ne commet pas d'erreur, on ne l'attrapera pas. C'est la chance qu'on a de pouvoir travailler à long terme sur des dossiers pour lesquels on n'est pas sûr d'aboutir. Ouais, moi je suis positionné rue Général Gouy. Ouais, reçu. Ouais, ça roule. Nous, on va descendre en piéton. Ok, pour l'instant, y a rien. J'attends. Ouais, merci. Il y a un véhicule, un petit fourgon blanc, sur la droite, là.
Putain, si on peut voir le mec là, c'est bingo là. Non, ça sort de la baraque en plus. Ouais, dis-lui, il y a 2 femmes en fait qui sont rentrées. Plus un mec. Ce matin-là, on voit son beau-père récupérer la fille de l'objectif. Et là, on se pose la question, est-ce que potentiellement, ils n'iraient pas retrouver le père? Je le suis là. Va clignoter gauche, les mecs, va clignoter gauche. C'est des gens qui conduisent tout le temps avec un œil dans le rétroviseur, qui sont tout le temps en train d'observer la circulation. Si on a le malheur de traverser, de faire un truc que le kidam moyen ne ferait pas sur la route, bon bah là tout s'arrête. Je vais pas trop le suivre avec dans les petites rues là. Ah, il est là. Il vient de passer devant nous. Il vient juste de passer devant nous, il est tranquille là. Si on trouve la planque, on est refait. S'il y a du monde qui peut recoller, parce que nous, on suivra pas pour les petites rues, là. Attention, il y a beaucoup d'impasses. Je sens qu'il va nous emmener dans une impasse. Oh putain, le con, il est en warning. Qu'est-ce qu'il fout, lui, en warning? Ah, ça sort de la baraque. Là, ça sort de... Oui. Donc il a déposé, le mec, il a déposé la fille. Il y a encore la dame dans la bagnole. Je pense qu'ils sont sortis de la ville. Étant donné que leur connaissance des techniques policières, on peut pas les suivre pendant des heures et des heures, surtout pas seul. Pour l'instant, je l'ai pas en visuel. Ah ouais, chaud. Ah putain, bon point. Donc on décide de lâcher le dispo et en se disant que vraisemblablement il ferait pas une erreur pareille de se rassembler devant le domicile pour aller le voir, quoi. Il y a toujours un petit peu cette frustration de ne pas pouvoir aller au bout des choses. Des fois, il faut savoir lâcher pour mieux revenir. Armand a vu une Mégane gris en facette rentrer dans le parking. Il n'a pas la plaque. C'est vraiment une dope ce truc, c'est infernal. Mon petit plaisir coupable, c'est de laisser la radio allumée au bureau quand je suis derrière mon ordinateur pour me ressentir le frisson du terrain. Et là, donc je suis un des énièmes dispositifs de surveillance sur un des énièmes lieux possibles. C'est d'ailleurs une difficulté parce que il faut qu'à chaque fois les enquêteurs soient en mesure d'interpeller. Ah, là, on est bien. Je verrai si ça rentre ou ça sort. On est plusieurs dispatchés dans tout Paris, sur tous les points qu'on connaît où il a pu passer, et on patiente. Ouais, c'est reçu. On a mis un dispo autour de la rue. Les gars, il n'y a pas d'autres sorties possibles? Je pense pas, mais au cas où. Je vais faire une vérif de l'autre côté, voir si c'est traversant ou pas. Ouais les gars, si ça sort avec un bonnet et un masque, je demanderai une vérif. Passez bien après, passez bien. Qu'est-ce qu'il fait ce mec? Le bonhomme vert là. Et c'est un gros gars, forte corpulence. Alors l'adrénaline monte parce qu'il ne faut pas faire d'erreur déjà. On peut faire un passage, 2 passages ou 3 passages pour confirmer si c'est lui ou non.
pas la corpulence. Sachant que lui, il fait à peu près 1m72, 75, et il est assez trapu. Ouais, donc toi, négatif. Vérifié, effectué, c'est négatif pour les deux. Ouais, c'est reçu. Non, je te confirme, il y a un ancien sens médical sur la gauche. Ils sont obligés de passer par là. Alors là, on surveille un quartier qui est fréquenté par le fugitif et ça fait 5 heures qu'on y est. Voilà, il faut attendre, on n'a pas le choix. Je vois une personne arriver en scout. C'est très compliqué parce qu'il est casqué. Il descend de son scooter tranquillement, il passe de l'autre côté de la rue. Tu sais que ça peut être lui. Hein. La silhouette, ça peut correspondre, mais la démarche est particulière, elle est différente. Elle est légèrement différente parce que j'ai déjà vu à quelques reprises. Comme il fait noir très tôt en hiver, c'est pas forcément évident. Tu peux faire un passage sur la place, il y a un mec qui est venu en scout qui stagne. Il a une sacoche en bandoulière. La taille correspond. Ok, c'est en... Si, je pense que ça peut être lui, hein, franchement. Son scout, c'est celui qui est au milieu de la place, les gars. Et il faut s'approcher tranquillement. Son scout est garé au milieu de la place. Ah, c'est reçu. Il est en scout, ça veut dire que son moyen de fuite est très rapide. S'il revient à son scout, il peut partir. Et là, dans la circulation parisienne, c'est très compliqué. J'ai vu qu'une seule fois, mais pour moi, c'est lui. Quand je passe à côté de lui et que je l'identifie formellement, je me dis ça y est, c'est le moment, on va enfin pouvoir lui mettre les pinces, on va enfin le mettre hors d'état de nuire. Non mais c'est lui, c'est lui. Avec l'obscurité, j'avais du mal. La taille, la corpulence, tout correspond. Un des enquêteurs annonce un individu présent qui peut correspondre tout à fait à notre objectif. Et donc là, moi, quand j'entends ça, évidemment, je prends ma voiture, je laisse mon ordi quelques secondes, quelques minutes, pour aller vivre ces moments de plaisir. J'ai un sentiment d'excitation qui est l'essence même de notre boulot. Je veux dire, on fait ça pour ça. On fait ça aussi parce que on est du bon côté de la justice, évidemment, et on le ferait pas si c'était juste de l'adrénaline pour de l'adrénaline. Mais malgré tout, c'est quand même un plaisir que d'être voilà, au moment où toutes ces heures de travail aboutissent et que le dispositif se referme sur l'objectif. Attention, il va vers son scout. Les gars, je pense qu'il faut y aller, là. Là, il va vers le scout. Je pense qu'il faut y aller, JD. Surtout vu le pédigré de l'individu, il peut avoir une arme sur lui, donc il faut agir rapidement avant que lui nous voie et qu'il ait le temps de réagir. Allez, go. Pas t'appelles, confiance. Bouge pas. Allez, je fais rien. Allez, allonge-toi. Allonge-toi sur le ventre. Sur le ventre. Bouge pas. Bouge pas, ok. Défense, les gars. J'ai pas. Repalpez-le. Tranquillement. Je fais un bas gueule. On nous gonfler. Deuxième bras, les gars. Oui, Sylvain, tu peux te relever. Attends, j'ai baissé le bras, deuxième bras. Alors là, à ce moment-là, il tente de tourner la tête pour voir et il me pose la question, c'est qui Alors, tais-toi, top. C'est quoi ça? C'est moi qui l'ai pris. Ok. C'est quoi ça? C'est à cause de la peine que j'ai pris là? Bah, tu sais bien, Kamel, c'est vrai? Bah, je vous demande, c'est ça? Oui, c'est ça. Les gars, quelqu'un veut récupérer mon troscol? Quelque part, il est rassuré également que ce soit la police. Oh putain.
Il est rassuré par notre présence. Pourquoi? Parce qu'il a des ennemis également. Ça pouvait être la police, comme ça pouvait être une équipe adverse, quelqu'un, un ennemi. Dans ce genre d'univers, on se fait rapidement des ennemis et il peut y avoir une équipe qui nous tombe dessus pour régler notre compte, quoi. Je peux marcher, ouais. J'ai du mal à redescendre tout de suite. Je reste concentré parce que je me dis qu'il peut y avoir un autre danger. On va le mettre dans le balance. Hein? Arrête. Tu me fais check le reste. Ouais, je sais pas. Pour moi, ouais, c'est quelqu'un qui peut avoir un complice. Pas forcément un garde du corps, mais un autre gars comme lui. Un autre gars comme lui. Donc je me méfie jusqu'au dernier moment. Il attend un peu. C'est cool, la voiture elle est là. C'est bon. Je le voyais plus grand. À ce moment-là, je me dis je le voyais plus grand et non, il n'est pas si grand que ça. On se fait toute une image de l'individu, tant qu'on l'observe de loin, qu'on prend beaucoup de précautions pour ne pas se faire lever. On s'en fait une image et puis au final, à l'instant T, lorsqu'on l'interpelle, on se rend compte que c'est qu'un homme comme tous les autres, avec ses faiblesses et ses peurs aussi. Qu'est-ce que vous ouais, ça va, on la monte en l'air. À ce moment-là, le visage des collègues s'illumine, il y a la petite étincelle, les yeux qui pétillent, même à travers la cagoule ou les tours de cou, on arrive à voir les sourires. On sent que tout le monde se tape sur l'épaule. Voilà, c'est un bon moment, c'est plusieurs semaines et plusieurs mois de travail qui sont récompensés de la plus belle des manières. Vous êtes avec nous, on sait. C'est bon ça. Non mais je connaissais pas... Bien les gars. Bravo. Bien joué l'œil. Non, je fais pas l'œil. J'ai la fierté d'abord d'appartenir à cette unité, qui est une unité qui n'a pas d'équivalent. Et puis la fierté d'être en plus le chef de policiers que j'admire à la fois. Donc c'est d'ailleurs une position qui est toujours un peu compliquée, d'admirer les gens dont on est chef, mais bon, j'ai pris l'habitude. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, je me demandais si une unité avait du fric. Les voyous ont toujours des failles. Maintenant, c'est à nous de profiter de ces moments de faiblesse pour les interpeller. Il y a toujours un moment ou un autre une possibilité d'arrêter ces voyous. Ce sont des personnes qui ont du mal à arrêter. Il y en a certains, ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est leur vie. Et nous, notre vie, c'est de les suivre, les traquer.